Un peu d'Amsterdam dans la bouche. Aïe 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 aïe. Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, la vidéo ça va être sur la meuf à Amsterdam, le thread sur Twitter qu'elle a fait, qu'elle a écrit. Et donc je vais vous donner mon analyse et mon avis. Donc alors on commence. Donc tout d'abord je vais vous lire toute l'histoire. Donc la nana déjà, son arrobas c'est Kaisha24 sous le pseudo de Mad Max. Donc, le 17 juillet, à 22h25, la nana commence à écrire un putain de thread qui va buzzer par la suite. La nana, tout d'abord, elle avait 1000 followers. Elle est passée à plus de 30 000 followers en même pas 2-3 jours. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Alors voilà. Donc, tout d'abord, elle dit: on est parti donc à Amsterdam avec mon copain pendant un week-end. L'hôtel était super beau, le personnel très agréable et la chambre magnifique, jusque-là, rien à dire. Quand on est arrivé, on a posé nos valises. Oui, valises, je suis une meuf, donc même pour un week-end, j'ai ramené toute ma vie. Bref. Donc on a tout déposé et juste avant de partir manger dehors, mon copain s'est mis à installer un système de sécurité de blédard, c'est-à-dire mettre ses chaussures derrière la porte. Je lui ai demandé pourquoi il faisait ça. Il m'a répondu que c'était au cas quelqu'un rentrait dans la chambre. J'ai dit ok et j'ai pas cherché à comprendre. On a été manger dans le centre d'Amsterdam, c'était super bien, vachement aimé le soir, animé le soir. Du coup, vers 1h, on arrive à l'hôtel. Il ouvre la porte et me dit que quelqu'un est entré. Je le regarde en mode mais qu'est-ce que tu racontes? Donc moi j'enjambe ses chaussures et je vois que effectivement quelqu'un est entré, mais que c'était les femmes de chambre ou le personnel qui avaient déposé une bouteille de champagne avec des coupes pour notre arrivée. Du coup mon copain s'est détendu. Le lendemain matin, on s'est levé et encore une fois, monsieur a remis en place son système de MacGyver, en place MDR. J'ai rien dit et on est parti. Du coup, avant de rentrer, on a été prendre de la bœuf pour finir la soirée. Comme il se doit, arrivé à l'hôtel, on a fumé et on s'est endormi un peu plus tard, vers 3h du matin. Mais mon copain me réveille en sursaut. Je lui demande ce qui se passe. Il me dit qu'il y avait une femme debout devant lui. Je lui dis mais non, t'as dû rêver. Il n'y a personne dans la chambre. Peut-être que c'est la fumette qui te fait ça. Il me dit qu'il a peut-être fumé, mais pas au point d'être loin comme ça. Il me dit, tu sais quoi, on va allumer les lumières et regarder si quelque chose a bougé. On allume tout. Et la première chose qu'on voit, c'est que les chaussures ont bougé. Elles sont plus collées à la porte. Elles sont plus collées à la porte. Là, le mec commence à paniquer en me disant que ça confirme bien ce qu'il disait. Quelqu'un était dans la chambre pendant qu'on dormait. Moi, j'étais complètement défoncé. Du coup, je lui dis, mais non, peut-être que c'est toi ou moi. En nous levant pour aller aux toilettes ou à la salle de bain, on a cogné contre les chaussures. C'est pour ça qu'elles ont bougé. Il me répond que non, ce n'est pas lui, parce qu'il ne s'est pas levé de la nuit, et que si ça aurait été le cas, il s'en souviendrait. Donc, pour le rassurer, en quelque sorte, je lui dis que ça pourrait très bien être. Et comme j'avais pas réellement de souvenirs après avoir fumé et m'être écroulé comme un bœuf, j'ai pensé que ça aurait pu être moi. Après tout, j'aurais très bien pu trébucher dessus en allant aux toilettes et retourner me coucher. Il me dit ok, en mode pas convaincu du tout, et on retourne se coucher. Le lendemain matin, en se levant, je constate qu'il n'arrête pas de se gratter sur l'avant-bras gauche, mais sans trop regarder. On a passé toute la journée, plus la soirée là-bas, et j'ai pu découvrir les vitrines rouges. MDR, sacré numéro. Je comprends pourquoi les mecs vous aimez tant aller là-bas sans oublier la bœuf. Je vois pas de quoi vous parlez. Et il me dit, tu vois, ça confirme bien ce que je disais la veille, il y avait bien quelqu'un dans la chambre au pied du lit. J'essaye de le rassurer en lui disant que c'est forcément quelque chose de rationnel, parce que je commençais légèrement à flipper moi aussi. Il a inspecté chaque centimètre de son corps et du mien, mais moi je n'avais rien du tout, alors que lui, oui. Je lui dis alors qu'on va aller voir le personnel d'en bas pour essayer d'avoir des réponses. Même si je savais déjà qu'il ne nous apporterait pas plus de réponses que ça. Après tout, il n'y a pas de caméra dans les chambres d'hôtel. Arrivant en bas, j'explique à la réceptionniste qu'on pense que quelqu'un est entré dans la chambre pendant qu'on y dormait et qu'on veut juste savoir si c'était une femme de ménage. La réceptionniste me répond que ça ne peut pas être une des femmes de ménage vu qu'elles terminent toutes à 18h max, à part si elles ont des demandes spéciales, comme pour le champagne et les coupes, vu qu'elles ne pouvaient pas les mettre quand on était là. On repart de la réception sans trop de réponses à nos questions et à nos inquiétudes et on décide d'aller faire un tour dans le centre histoire de se changer les idées.
Durant toute la journée, je constate que mon copain est ailleurs. Il ne répond pas trop quand je lui parle ou se met un peu à parler seul. Et quand je lui dis t'as quoi, il me dit bon rien, rien. On fait quelques activités pour encore une fois les sortir tout ça de la tête, mais il n'y arrivait pas. Surtout qu'il continuait toujours à se gratter. À force, je lui dis de regarder ce qu'il a parce que ça commençait à devenir saoulant. Et puis on voit sur son bras un point, comme s'il s'était fait piquer par une bête. Du coup, il commence un peu à paniquer. Donc là, en gros, le mec, il a un putain de point. On est donc parti manger, boire un verre et profiter de la dernière qu'on allait passer ici. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Arrivé devant l'hôtel, on a commencé à rouler et à fumer. Et là, d'autres touristes séjournant au même hôtel que nous sont venus taper la discute un peu. Étant donné qu'ils parlaient que l'anglais, j'ai dû faire Google Traduction pour mon copain. Et là, plus je parle avec eux, plus mes yeux se baladent. Je sais pas bien, mais c'est un tic, j'analyse toujours les genres de la tête aux pieds. Les gens de la tête aux pieds. Ouais, elle a mal écrit. Et je tombe sur l'avant-bras de la fille, où je vois la même piqûre que mon copain. Oh, je panique, légèrement, et je lui demande ce que c'est. Les gars, sachez une chose, la bœuf, ça fait parler autant que l'alcool. Du coup, au début, elle fait la meuf. Non, mais tu vas pas me croire. Je force et je finis par arriver à mes fins. On va l'appeler Elodie, on s'en fout. Donc Elodie me dit que depuis qu'ils sont arrivés ici, ils ont constaté plusieurs fois que les femmes de ménage rentraient à n'importe quelle heure dans leur chambre. Son mec, on va l'appeler Tristan. Du coup, Tristan, lui, il est fonce-dé. Et il me dit non, mais meuf, elle est parano, je te promets, personne n'est rentré, elle a dû rêver ou faire un bad trip. Mais t'es parano, toi? On aurait dit que la réaction de Tristan vis-à-vis d'Elodie, c'était la mienne avec mon copain. Donc je l'écoute pas trop et je me penche de plus en plus sur Elodie. Elodie continue, un soir on faisait nos affaires. Et je le jure devant Dieu que j'ai vu une femme debout devant le lit en train de nous regarder. Bien évidemment qu'on a allumé toutes les lumières et elle n'était plus là. Ok, chaud quand même. On est repassé à l'hôtel se changer et j'ai pris une photo. Voyez bien que mes affaires sont sur la droite et celles de mon copain sur la gauche. Et quand Elodie revient, elle me dit qu'elle ne se sent pas trop bien, qu'elle va monter se reposer. Je la regarde en mode mais meuf, faut qu'on sache à qui vous êtes arrivé, à toi et mon copain. Et elle prend ma main gauche comme si elle allait me donner quelque chose et en fait en chuchotant, elle me dit le numéro de sa chambre, 212 à 11h. Je lui demande qu'est-ce que ça veut dire et là Tristan l'appelle comme s'il appelait un toutou et elle part. Je suis resté assez perplexe après ce qu'elle m'a dit et j'ai décidé de ne rien dire à mon copain et il était déjà assez parano comme ça. On rentre à l'hôtel. Pendant qu'on était dans l'ascenseur, j'appuie sur le deuxième. Mon copain me regarde et il me dit ah ouais, toi t'es défoncé, on est au 4e. Je lui invente un truc bidon du style viens, on se balade un peu. Mon copain voit pas trop l'intérêt étant donné que tous les étages se ressemblent, mais il me suit. Mais moi je savais très bien pourquoi j'y allais. Du coup j'étais en train de chercher la fameuse chambre d'Elodie et Tristan. Arrivé dans la porte, je toque et là mon copain me dit mais tu fous quoi là? Je le regarde en mode t'inquiète. Tristan ouvre la porte. J'ai même pas eu le temps de placer un seul mot que le mec m'envoie bouler. Bon, c'est vrai, il est archi tard, il avait les yeux rouges, donc je me suis dit tranquille, il est fatigué. On rentre dans la chambre et mon copain regarde à nouveau son système. Pas d'inquiétude, rien n'a bougé. Il part s'allonger et moi je vais dans la salle de bain et là, je vois que mes affaires et celles de mon copain sont inversées. Genre, ces trucs sont maintenant à droite et les miennes à gauche. Chelou de ouf. Comme je voulais pas qu'il panique, je pars me doucher et j'arrête pas de cogiter. Je me dis que putain, je suis pas folle. Je sais très bien que mes affaires étaient à droite et la photo que j'avais prise appuyait encore plus sur ce que je disais. Là, cette nuit, là, mon copain s'était défendu et c'est moi qui commençais à psychoter. Toute cette histoire, j'étais sceptique, mais je me disais que c'était quelque chose de rationnel. Mais là, je commençais vraiment à flipper, mais je disais rien à mon copain. Bon les gars, je suis à 2%. Dès que j'ai un peu plus de batterie, je vous promets la suite. Donc là, la nana, elle s'est arrêtée de faire son swell et elle a repris quelques jours plus tard. Genre en mode ouais, je vous fais un suspense et tout. Parce que son but vraiment c'était d'avoir un max d'attention, un max de followers. Bon, alors je suis désolé, j'avais pas trouvé de chargeur hier soir, je l'ai retourné à mon taf. Je posterai la suite ce soir. En mode ouais, bon, je me fous un peu de votre gueule, l'histoire, bon, je la ferai après. Mais continuez à me suivre. Ok, un peu abusé quoi. On se dit bon, est-ce que c'est vrai, c'est faux l'histoire? Mais on a envie de savoir la fin. Je n'arrêtais pas de me tourner et retourner dans le lit. Impossible de trouver le sommeil. Il y avait trop de choses qui se bousculaient dans ma tête.
Je décide donc de réveiller mon copain et de tout lui raconter. Et le mec me dit tu crois que j'ai gobé tout ce que tu me dis? Quand moi je te disais qu'il y avait quelqu'un, tu me prenais pour un fou. Hein. Arrête de vouloir me faire peur, je marcherai pas. J'avais beau insister en lui disant que je lui disais la vérité, que tout le bordel que j'avais foutu plus tôt dans la soirée dans la salle de bain, c'était justement pour ranger ce qui n'était pas à sa place. Il attrape ma tête et me fait un bisou sur le front et me dit bien essayé bébé, allez viens là et dors. Il me prend dans ses bras. Mais les heures défilent et je n'arrive toujours pas à dormir. J'essaye pourtant, j'ai pris un Doliprane parce que ma tête allait exploser avec tant de questions sans réponse, j'en pouvais plus. Arrivé dans le hall de l'hôtel, je vois Elodie assise sur l'un des canapés. Elle a l'air pensive et bouleversée, je vais la voir. Je lui demande comment elle va, elle me dit que ce n'est pas le moment. Ne voulant pas la déranger, je commence à partir et elle me dit d'attendre. Son visage était comme le mien, celui de quelqu'un qui n'avait pas dormi toute la nuit. On décide de se poser et prendre un petit déjeuner ensemble. Tant pis pour mon copain, il attendra. De toute façon, je pense qu'il était toujours en train de ronfler, mais au cas où, je lui ai quand même envoyé un message pour qu'il ne s'inquiète pas s'il ne me voyait pas dans la chambre. Oui, parce que là, panique avec lui et une seconde nature, j'ai jamais vu quelqu'un paniquer aussi vite. Bref. On commence à parler un peu de tout et de rien histoire de nous détendre. Oui, je dis bien nous, parce que au fond, même si je ne croyais pas réellement, au bout du compte, c'est moi qui n'ai pas dormi de la nuit à me questionner et qui suis assise en face d'une zombie qui a la même tronche que moi. Elle se gratte le bras. C'est comme si elle m'avait tendu un bâton. Vous me connaissez, je l'ai vite attrapée. Je lui dis alors, qu'est-ce que t'as au bras? Tu t'es fait piquer? J'étais obligé de faire semblant pour que moi-même je puisse voir si elle avait dit la vérité la veille ou si elle était juste défoncée. Elle me raconte que depuis qu'ils sont là, ah oui, ils sont là depuis une semaine, qu'il se passe des choses bizarres. Pour ne pas que je la prenne pour une folle, elle me dit je pense pas que c'était des trucs du genre fantôme, etc. Mais juste quelqu'un qui s'amuse à faire paniquer les gens, on va dire. Je fonce pour qu'elle m'explique un peu dans les détails parce que je comprenais pas forcément. Elle m'a dit fantôme, je me suis bloqué d'un coup. What? Fantôme? Faut savoir que je suis très croyante. Quand on croit en Dieu, on est obligé de savoir que le mal aussi existe. C'est inévitable. Je le sais pour ma part après un épisode qui m'est arrivé dans mon pays quand j'étais petite. Du coup, je lui dis de se confier sans peur qu'elle ne la juge. Elle me dit alors, les premiers jours, ça allait bien. On a eu un coup de foudre, quand on a vu notre chambre, tout était comme sur le site. Puis en fait, à chaque jour que l'on partait dehors et qu'on revenait, j'ai remarqué que certaines de mes affaires avaient bougé. Quand on était deux dans la chambre, je me disais que c'était peut-être Tristan qui avait déplacé mes affaires sans que je ne l'ai vu faire. Ça partait de tout et de rien, mes écouteurs que je retrouvais en dessous du lit, alors que je les pose toujours sur la table de chevet. Ma veste que je retrouvais tous les matins par terre alors qu'elle était censée être dans la penderie. Bon, après ça, je me disais que la veste était sûrement glissée sur la ceinture. Mais un jour, Tristan a sorti de sa valise un petit livre où toutes les prières chrétiennes sont réunies dedans. Sa maman était malade, il avait pour habitude de prier pour elle chaque soir. On a cherché comme des oufs dans des endroits logiques où le livre aurait pu être déposé par nous. J'étais aux toilettes, la bâton était fermée. Je l'ouvre et je vois le livre dans les toilettes. Je l'ai pris et je l'ai nettoyé. Tristan est arrivé derrière moi, presque à pleurer. Et là, ça a toqué. Tristan a ouvert la porte, a envoyé bouler la personne et a claqué la porte. Je les stoppe tout de suite et je lui dis que c'était moi qui étais venu cette nuit-là, que c'était hier soir. Ouf! La meuf grave confuse, elle me regarde, tourne la tête un peu dans tous les sens, comme si elle perdait la notion et où tous ses souvenirs s'entremêlaient ensemble. Ça me faisait de la peine de l'avoir autant désorientée. Je l'ai rassurée et je lui ai dit tout ça doit avoir une explication rationnelle ou pas, mais que dans tous les cas, on va s'entraider. On est resté là pendant au moins 10 minutes sans dire un mot. Je pense que l'une comme l'autre savait ce que l'on ressentait. Honnêtement, je savais pas quoi dire de plus. Moi-même, je comprenais pas ce qui nous arrivait. Et puis merde, la piqûre, j'avais encore oublié. Dis-moi Elodie, ça te gêne, j'arrête pas de poser la question de la piqûre. Comment est-elle arrivée? Elodie regarde son bras, elle le touche. Elle me dit, ça s'est arrivé la veille où j'ai vu la femme au pied du lit quand Tristan et moi étions occupés. Le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai constaté que ça me grattait. Et c'était ça. Elle pleure. Je la console du mieux que je puisse faire. Je pense que la fatigue et le fait de n'avoir aucune réponse, mais que des questions en tête nous fait vite perdre le fil sur nos émotions. Pour essayer de lui faire penser à autre chose, je lui montrais des photos de ma fille, des vidéos où elle faisait des bêtises. Ça a dû lui réchauffer le cœur parce qu'elle souriait. Je l'ai laissé un peu regarder d'autres photos et vidéos de ma fille et moi je regardais ailleurs. En regardant vers la réception, je vois au fond du couloir Tristan à reculer. C'est bien, je vais pouvoir le cuisiner aussi. Pour essayer de... Ah bah Elodie, voilà Tristan qui arrive, je vais pou. Elodie me rend mon téléphone et me dit pars tout de suite, il ne faut pas qu'il te voie avec moi, pars vite s'il te plaît. J'ai vu le regard qu'elle avait, celui d'une femme qui craint son homme. J'ai pas insisté, je suis vite parti du côté des machines à laver pour prendre l'ascenseur. Je n'ai pas pu voir ce qui s'est passé
Quand Tristan est arrivé, une fois dans l'ascenseur, j'ai fondu en larmes. Donc là, le suspense est à son maximum quand même. Toutes ces inquiétudes, ces doutes, ces craintes et la fatigue qui jouait énormément à 8 h du matin, c'était trop pour moi. J'espérais du moins que Elodie irait bien, que c'était pas le genre de couple où l'homme bat sa femme, et j'espérais juste ça, qu'elle soit en sécurité. Je marche dans le couloir et j'essaye de penser à autre chose. Alors je pense à ma fille, mon petit cœur d'amour, tout disparaît, ça va mieux. Je regarde des photos d'elle et tout va mieux. Je cherche la clé de ma chambre pour entrer et je constate que la porte de la chambre est entrouverte. Bizarre, je me souviens pourtant l'avoir bien claquée. J'entre et je vois Tristan et il me dit que c'est pas lui, qu'il a même pas touché la porte. Je sors ma tête de la chambre, essaye de voir si je vois pas les femmes de ménage, puisque 8 h du mat, peut-être qu'elles ont déjà commencé à travailler. Je vais continuer à mener mon enquête, essayer de trouver une des femmes de ménage, taper à la discute, etc. Mon copain me dit, mais du coup, ils sont où nos petits déjeuners parce que t'es descendu pour ça de base? Ah ouais, merde, moi j'avais mangé, mais le pauvre, j'avais rien pris pour lui. Super la meuf. Je lui ai dit de vite descendre avant qu'il n'y ait plus de petit déjeuner et que je resterai ici à l'attendre, flemme de redescendre. Gros mytho. Une fois qu'il est parti, j'ai fait le tour de mon étage pour trouver une femme de ménage. Zéro. Je voulais descendre au deuxième pour voir si j'en trouvais une, mais le simple fait de me dire que je pourrais croiser Tristan, je sais pas, mais je voulais pas savoir. Du coup, j'ai été au premier, je finis par tomber sur une femme de ménage et je fais genre que j'aimerais bien avoir une serviette supplémentaire. Je commence un peu à expliquer à la femme de ménage la situation à grande vitesse, j'avais trop peur de quelque chose, mais je sais pas quoi. La femme, on va l'appeler Marie. Donc Marie me dit, je ne suis pas la première à venir me plaindre de ce genre de choses. Que certains clients venus séjourner ici se sont aussi plaints en bas en pensant aussi au début que c'était l'une des femmes de ménage. Elle me dit qu'elle avait déjà vu une femme qui se promène des fois dans les couloirs et qui écoutait à la porte, mais elle ne résidait pas ici en tant que client. J'essaye de savoir où je pourrais la trouver pour savoir c'est quoi son problème. Ah ouais, parce que là ça commence à me gonfler, j'avais besoin de dormir sereinement. Moi. Elle me dit qu'elle la voit le plus souvent dans le local où il y a les femmes machines à laver. Là j'étais plus trop sereine pour y aller. Marie me dit alors, ce qui est le plus bizarre, c'est ce que toujours des couples qui sont visés et que c'est la plupart du temps le mari qui est visé. Mais tout se passe exactement comme vous le dites. Je remercie Marie pour son aide. Elle serre mes mains et me dit n'avoir foi qu'en Dieu. Je lui souris et pars. Je monte dans l'ascenseur pour descendre au resto, rejoindre mon chéri. Ouais, je suis une grosse feignasse, je prends l'ascenseur même pour un étage. Elle m'en donne une et là on commence à discuter. Par chance, c'était une haïtienne, du coup plus besoin de parler anglais, mais leur créole un peu bizarre. Je vois son regard changer au fur et à mesure que je continue mes explications. Lui, du coup, je suis pas fou, il y a bien quelqu'un qui rentre dans notre chambre, alors on va aller faire un tour dans la buanderie. Oui, enfin bon, moi je suis pas trop chaude cette fois-ci. La buanderie, c'est pas un endroit que j'aime particulièrement, je sais pas pourquoi. Je le suis quand même parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Heureusement qu'à côté de la buanderie, il y a les ascenseurs qui mènent aux chambres. Comme ça, s'il y a un truc qui chope mon copain, je me barre vite dans l'ascenseur. Oh, dans les moments comme ça, chacun sa peau à ma gueule. MDR, je rigole. Bon, buanderie check, personne. Des machines qui tournent avec et sans vêtements dedans. Il faisait super chaud dans cette pièce. Mon copain me dit qu'on va un peu attendre de voir quelqu'un avant de remonter. Donc on fait semblant d'attendre devant une machine, nos vêtements. On discutait et pendant qu'on parlait, j'entends derrière moi des bruits de pas. Quelqu'un arrivait dans la pièce. Mon cœur se serrait dans la poitrine. Mon copain voyait très bien que je commençais à avoir peur. Il prit ma main et continue à me parler comme si de rien n'était. Je cours dans le hall comme une hystérique. J'arrive devant mon copain, je reprends le souffle et je lui dis « Elle a des chaussons dans ses pieds. » Parce que le bruit sur le sol, vous savez, le sol dans la buanderie blanc est hyper glissant. Bref, c'était ça. Là, personne ne soulevait pas ses pieds en marchant. J'ai pas pu rester bloqué comme ça, je suis retourné furtivement pour regarder. C'était une femme d'à peu près 35-40 ans. Je dirais elle était très recoupée et les cheveux très noirs. On continuait à parler, j'étais de dos donc je ne voyais pas la femme. Je voyais mon copain ouvrir grand ses yeux et quand je tourne ma tête, elle est à côté de moi. Putain, on aurait dit Isma dans Cusco. Elle faisait peur mais sans le faire exprès. J'essayais d'engager une conversation, je lui dis bonjour en français, elle pige que dalle. Elle me dit en anglais, ok, moi ça m'arrange de ouf, comme ça je vais pouvoir dire tout à mon copain sans qu'elle comprenne rien. Bon, on passe tous les blabla inutiles et j'en viens aux questions qui ne sont pas posées au hasard. Vous séjournez ici depuis longtemps? Et on va l'appeler Isma. Isma. Je suis là et parfois là-bas, je n'ai pas d'endroit fixe. Ok, du coup vous aimez bien cet endroit, cet hôtel?
Isma, celui-ci en particulier, oui. Et pourquoi? Pour le service? Isma, pour les clients. Je regarde mon copain, je lui dis, bébé, elle fait flipper, putain. Il me dit, j'ai même pas besoin que tu me traduises, vu comment elle parle, elle doit pas être nette, celle-là. Je fais genre, ok, merci pour qu'elle dégage. Je regarde mon copain en lui faisant signe de bouger maintenant. On monte dans l'ascenseur, on appuie. Je commence à dire à mon copain que la meuf, elle disait qu'elle trouvait. L'ascenseur s'arrête. Isma monte dans l'ascenseur, elle nous sourit. Mais c'est pas un sourire normal. C'est le genre de sourire qui te fait comprendre que t'es en gros danger. Je m'en sens archi pas bien dans l'ascenseur. Et elle, tournée face à nous, nous regarde. Je commence à avoir du mal à respirer. Je commence à faire une crise d'asthme. Ça siffle comme une théière sur le feu. Ma tête commence à tourner, mon sœur. Ma tête commence à tourner. Mon cœur se serre. Je crois que je fais une crise d'angoisse. J'entends de loin un copain me dire de me calmer, qu'on va prendre tous mes médicaments, de patienter comme ça va aller. Mais je vois qu'elle devant moi. Tout était tellement compressé dans ma poitrine. J'avais l'impression que tout se resserrait autour de moi. Elle fixait du regard, ne lâchant pas une minute. Ce moment dans l'ascenseur a été le plus long de toute ma vie. J'arrivais même plus à parler, tellement que la crise prenait le dessus. Je suis asthmatique depuis ma naissance et que tout un truc m'angoisse et qu'un truc date... Oula, pardon. Je suis asthmatique depuis ma naissance et dès qu'un truc m'angoisse et qu'une crise d'asthme arrive, elle prend vite le dessus parce qu'elle n'arrive pas à me calmer et je panique très vite. On tourne pour aller dans le couloir qui mène à notre chambre. Comme il me portait, je voyais derrière lui. Isma continue d'avancer mais lentement et elle continue de me fixer. Il ouvre la porte et on entre vite. Il me jette sur le lit, sort tous mes médicaments, il était paniqué. Le pauvre, il avait tellement peur pour moi. J'essaye de me calmer maintenant que je ne la voyais plus, je reprends mon souffle. Ça va mieux, je me sens beaucoup moins compressé. Ça fait du bien. J'allais commencer à parler et mon copain me dit juste, j'ai vu comme toi, mais s'il te plaît repose-toi un peu, juste un peu et on en parle à ton réveil. Je me blottis contre lui et m'endors direct. Je n'avais pas dormi de toute la nuit, déjà à force d'aller enquêter à droite à gauche. Mais là, Isma, elle dégageait quelque chose que je ne saurais pas comment décrire. Mais vous savez, c'est le genre de personne où vous êtes vite mal à l'aise. Vous ne voulez pas à trop rester avec eux longtemps. Vous ne voulez pas rester avec eux trop longtemps. On arrive bientôt à la fin de notre séjour. On n'avait toujours pas réussi à savoir ce qui s'était passé. J'ai dormi jusqu'à 14 heures. Je suis parti me préparer et on a bougé pour profiter encore une fois avant de partir le lendemain matin. Dernière journée et soirée ici à Amsterdam. Mais c'était plus sûr de sortir plutôt que de rester et de la voir carrément rentrer dans la chambre comme si c'était la mienne. On sort de la chambre, je regarde partout à chaque recoin. J'avais trop peur qu'elle me tombe dessus comme ça d'un coup. J'aurais fondu en larmes, je pense. Finalement, rien dans le couloir. On prend l'ascenseur. J'appuie au moins 40 fois sur le bouton pour fermer les portes. On descend tranquille, personne devant quand les portes s'ouvrent. Cette fois-ci, on avait pris l'ascenseur qui descend derrière la réception, pas d'inquiétude. On traverse le hall et je vois Elodie et Tristan avec leur bagage assis sur le canapé. On va les voir. Elodie a l'air fatiguée et malade, ses yeux sont tout petits. Elle n'était vraiment pas bien, je pense que je lui ai pas fouiné, elle a l'air vraiment mal en point. On leur souhaite alors de faire un bon voyage et je dis à Elodie que si elle a besoin de quelqu'un, quelque chose, elle peut toujours m'appeler, même si elle n'est plus ici. Elle me dit oui. On sort de l'hôtel et à travers les vitres, je vois Elodie se précipiter vers nous. Elle en profite pour fumer. Je me rapproche d'elle et elle me dit « Je l'ai encore vue la femme. Je te promets, je l'ai vue de plus près d'elle. Elle est terrifiante. Tristan ne me croit pas. » J'ai d'abord cru qu'elle était perdue, on avait un problème. Alors je me suis rapproché d'elle et je lui ai demandé ce qu'elle faisait là. Elle a attrapé mon bras où j'avais la piqûre. Elodie, elle me regardait intensément. Elle a tourné mon bras, l'a inspecté, elle est tombée sur la piqûre et a souri. Elodie a eu peur, elle a retiré son bras et Isma lui a dit. Et donc là, pendant un jour, la nana, elle a laissé le suspense, mais plus d'un jour. Elle a dit ouais, vers 23 h, je tweeterai et tout. Donc là, tout le monde commence à s'impatienter. Tout le monde voulait savoir la fin de l'histoire, alors la voici. On a aussi vu Isma et qu'elle nous dit la même chose. Plus aucun doute, on sait que c'est elle qui est entrée. Je raconte tout à mon copain, on se concerte tous ensemble et on décide d'aller en parler à l'accueil. Et forcer pour obtenir des réponses, parce que là, de toute façon, on n'était plus les seuls à qui ça arrivait. Ils étaient deux à l'accueil, pas besoin de dire la couleur, race, etc. On s'en fout. On explique tout en même temps. Elle parle, je parle, on mélange certaines choses, tout n'était pas dans l'ordre. Et en fait, pendant toute la conversation, je parle, puis je stoppe et je regarde mon copain. Il a l'air ailleurs. Je lui demande ce qu'il a. Il me dit, regarde leur tête, ils n'ont pas l'air étonnés de tout ce que vous dites depuis tout à l'heure. Pas une seule réaction, rien. Je suis sûr qu'ils savent quelque chose.
Elodie, elle continue de me mettre de la pression en disant qu'elle va porter plainte pour que je ne sais plus trop quoi comme motif. Les deux réceptionnistes nous répondent qu'ils ne savent pas trop quoi nous dire, que rien ne sert de porter plainte sans preuve, bim, dans notre gueule. Elodie leur parle alors de Isma comme quoi on l'aurait vu à plusieurs reprises dans la buanderie, donc d'aller vérifier. Un des réceptionnistes suit Elodie jusque dans la buanderie pour aller voir si Isma s'y trouvait. Moi j'avais trop peur pour y aller, donc je suis resté bien gentiment à côté de mon copain. Tristan n'avait pas bougé non plus, bizarrement il était resté là avec nous. On a attendu pendant longtemps Elodie, puis finalement ils sont revenus sans Isma. On leur a décrit Isma, ils ont essayé de voir si quelqu'un au sein de l'hôtel correspondait à Isma. Mais rien du tout, ils nous expliquaient que les gens qui séjournaient ici étaient soit en couple, soit en bande d'amis, pas de personnes seules. On leur a demandé d'avoir accès aux vidéosurveillances dans la buanderie pour prouver ce qu'on racontait. Comme par hasard, il n'y avait qu'une seule caméra dans la buanderie et elle ne fonctionnait pas. Là, on arrivait à bout, on savait plus quoi dire, ni quelles questions poser, on s'est regardé en mode on abandonne. Que ça ne peut pas être les femmes de ménage et que personne n'a accès au badge des femmes de ménage quand elles sont parties de l'hôtel. On était tous dégoûtés. Le taxi est arrivé pour venir récupérer Elodie et Tristan. On leur a dit au revoir. Mon copain et moi sommes partis aussi dans le centre. On a essayé de profiter des dernières heures qu'on pensait ici. Et on est entré à l'hôtel. Quand on est arrivé dans l'hôtel, aucun réceptionniste pour nous accueillir, alors qu'habituellement il y avait toujours quelqu'un. Enfin de base, dans un hôtel, il y a toujours quelqu'un à l'accueil pour vous accueillir, mais là, personne. On n'a pas prêté attention. On est arrivé dans l'ascenseur de la réception en panne. C'est une blague, putain, les autres ascenseurs disponibles étaient devant la buanderie. Putain, pas le choix, hors de question de montrer 4 étages, c'est mort. Et puis au point où on était, on l'avait déjà croisé plein de fois, donc une fois de plus, un. Dans le pire des cas, elle nous aurait encore fichu une grosse trouille, puis on serait rentré. On arrive devant l'ascenseur et la buanderie était allumée. Je vois pas trop s'il y avait du monde dedans, mais vu comme c'est silencieux, je pense que personne n'est dedans. Mon copain se retourne et regarde en direction de la buanderie. Il entend lui aussi les pas, mais ne les voit personne. L'ascenseur arrive, les portes s'ouvrent et je chope mon copain et fonce dans l'ascenseur, mais tout en restant de dos. Je reste de dos, je ne veux même pas me retourner, j'ai l'impression de sentir sa présence près de moi. On arrive dans le couloir de notre étage, j'ai tapé les plus grands sprints de toute la vie, je ne dis pas, je lâchais pas mon copain d'une seconde. On arrive dans la chambre, je souffle, mon cœur se desserre, je me sens un peu mieux. Je pars me doucher, mon copain me rejoint, on oublie un peu tout ça. On part se coucher en se disant qu'une fois rentré en France, on oubliera tout ça et que tout ça restera derrière nous. On se couche, le lendemain matin, on prépare nos affaires, on se dit au revoir à la chambre, on rend les clés et on part de l'hôtel. On prend la voiture et pendant le trajet, on parlait de tout et de rien pour oublier chacun à sa manière. On a décompressé sur le chemin pour entrer en France. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas réellement qui était cette femme. J'ai encore quelques questions, mais je dors la nuit, car je ne suis plus là-bas. J'ai choisi de vous raconter tout ça pour savoir si ce genre d'histoire est arrivé à d'autres personnes, et je constate que oui. Néanmoins, merci à tous ceux et à celles qui ont été patients, qui ont été respectueux. J'ai eu une autre histoire dans mon pays à vous raconter si ça vous intéresse. Je n'ai pas eu de nouvelles d'Elodie, j'ai essayé de l'appeler, de lui envoyer des messages, mais elle ne m'a jamais répondu. Fin de l'histoire. Donc là, son histoire elle dure plus de 20 minutes. Plus de 20 minutes juste pour nous dire à la fin, je ne sais pas qui est cette femme. Non mais, what? Je ne sais pas qui est cette putain de femme. Genre tout le monde voulait savoir la fin. Tout le monde voulait savoir qui était Isma. Et genre là elle nous raconte, je ne sais pas qui est cette putain de femme. Non mais c'est abusé. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a commencé à se désabonner. Genre elle est passée de plus de 30 000 followers à elle a dû en perdre 2000, mais en même pas 5 minutes. Et donc ce qui s'est passé, c'est que la nana, elle s'est mise en privé après. Et après, tout le monde a commencé à la signaler. Donc elle a sauté et l'histoire n'est plus disponible sur Twitter. Mais heureusement qu'un compte Instagram a réussi, enfin à screener, le mec s'est quand même fait chier à screener tous ses tweets, mais bon, merci à lui, parce que du coup je peux vous raconter l'histoire. Et donc voilà, donc le compte de la nana elle a sauté, donc plus personne ne peut la suivre, puisqu'elle n'existe plus sur Twitter. Donc, pour vous résumer l'histoire, en soi, on a perdu 20 minutes. Merci. On a perdu 20 minutes parce que cette histoire quand même, elle a fait le buzz pendant 4 jours. 4 putains de jours. C'est-à-dire que moi, je suis parti au Vieille Charrue le vendredi et la nana avait commencé à tweeter
toute son histoire. Sauf que bah, moi, j'avais pas internet là-bas. Donc le premier truc que j'ai fait, c'est que je suis revenu et j'ai un abonné qui m'a envoyé l'histoire, m'a fait ouais mec, regarde. Donc dédicace à lui d'ailleurs. Ouais mec, regarde. L'histoire, elle a buzzé de ouf. La nana, elle est passée de 1000 à plus de 30 000 followers. Faut que tu regardes ça. C'est un truc de malade. Donc moi, je la lis dans le bus et tout. Je me fais ah ouais, c'est quand même un truc sérieux quoi. Et là, et là juste après, peut-être 3-4 heures après, donc bon, bah, moi je dors dans le bus, mais 3-4 heures après, euh, ce qui s'est passé, c'est que la nana avait fini à tweeter la fin de son histoire. Et là, tout le monde a commencé à la troller sur Twitter, parce que forcément, vous connaissez Twitter. Twitter, c'est un déversoir de haine. Enfin, c'est trop marrant. Enfin voilà, c'est comme ça. C'est YouTube, mais en version plus hard, on va dire. Parce que YouTube, c'est une plateforme où il y a beaucoup plus de jeunes, on va dire, que sur Twitter. Twitter, c'est incroyable, quoi. Et donc voilà, tout le monde a commencé à la troller et à la signaler, mais voilà, à la sauter. Donc, pour analyser cette histoire, on va dire que c'était quand même une histoire qui était super bien construite, de A à Z. Elle a mis du suspense. Déjà, rien que le suspense de la piqûre, mais enfin, la piqûre déjà sur son copain. La piqûre sur son copain, enfin, déjà, ça donnait énorme suspense. Mais là, la deuxième piqûre sur la nana qui s'appelait Elodie, on fait what, oh my god, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet hôtel? En plus, bah, la nana, elle a donné le nom de l'hôtel. Et donc tout le monde a commencé à mettre sur TripAdvisor des avis, mais genre trop chelou. Enfin, le gros bordel. Gros bordel. Et là, quand ils ont croisé la nana à la buanderie, et que déjà, bah, la meuf de 35-40 ans, Isma, là, elle rentre dans les chambres, enfin, c'est flippant quand même. En plus, sur Twitter, il y a eu beaucoup de trolls. Genre, il y a un mec qui s'est fait chier à créer un compte, genre Isma, et il a mis RT où elle rentrera dans ta chambre jusqu'à la fin de tes jours, enfin une connerie du genre quoi. Mais oui, il y a eu plein de trolls dessus. Mais c'est vrai que c'était bien construit, puis elle a bien amené le suspense, elle a bien fait attendre surtout, parce que sur 4 jours son histoire, enfin, un peu abusé. Et puis dans l'ascenseur aussi, là c'était super bien fait, enfin c'était super bien raconté, enfin il y avait tellement de détails qu'on croyait que c'était vrai cette histoire, alors que c'est un putain de fake quoi, abusé. Et donc comme quoi si vous voulez buzzer, faire une histoire un peu comme elle quoi, et bon bah c'est triste à dire quoi, mais suite faire le buzz et demain vous avez 30 000 followers, enfin je trouve ça un peu, enfin pas abusé on va dire, mais bon voilà quoi, si vous voulez faire un peu comme elle, vous amusez à faire des histoires, mais derrière, bah vous allez faire un bad buzz, parce que si les gens découvrent que c'est faux, bon bah voilà quoi, c'est fini. Les gens ils vont vous signaler, le compte il va sauter, et puis c'est fini pour vous quoi. Et pour donner vraiment mon avis sur cette histoire, aujourd'hui, bon bah on va pas se mentir, il y en a plus en plus de personnes qui cherchent du buzz, qui cherchent à avoir des abonnés. C'est comme ça aujourd'hui sur Twitter, sur Instagram. Oui, c'est une course, hein, un peu une course à la plus grosse, une course à avoir un ego de malade. C'est comme ça aujourd'hui, c'est la société. Et son histoire, ça a fonctionné. Bravo à elle. Mais bon, après, fallait un peu mieux tourner la fin de l'histoire parce que, en mode ouais, je sais pas qui est cette femme. Bon, il y avait une meilleure histoire à faire, je sais pas. Elle aurait pu dire. Ouais, en vrai, si elle avait balancé une identité d'une nana, ou une photo, je sais pas, elle aurait pu balancer une putain de photo. Comme elle a fait avec son miroir là, et ben ça aurait pu susciter encore beaucoup plus d'intérêt et elle aurait limite pu continuer son histoire au mieux de nous dire ouais, on est parti, et voilà, c'est tout, on rentre en France et je laisse cette histoire derrière moi. Non, c'est pas ouf la fin de l'histoire. La chute est terrible dans les deux sens. C'est-à-dire que la chute était pourrie, son histoire était pourrie à la fin. Et la chute fait très mal pour elle, c'est-à-dire que ben, tout le monde a déversé sa haine sur elle. Enfin voilà. Bon, on aura perdu 20 minutes, tous 20 minutes dans notre vie.
mais bon, c'était quand même une histoire très bien construite. Alors voilà, donc moi je vais vous laisser. Sur ce, j'espère que vous avez bien aimé l'histoire de la nana, parce que moi je fais juste la rediffuser en live. Bon, après je ne l'ai pas très bien lu, mais bon, c'est comme ça. Je voulais juste vous la relire et l'analyser un peu avec vous. Et vous, je veux savoir ce que vous en avez pensé de cette histoire. Si vous l'avez vu sur Twitter, n'hésitez pas à commenter vos théories, ce que vous en avez pensé, donnez vos avis, n'hésitez pas. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!